Place à la grande édition d'information du soir sur Gabon 24. Madame, Messieurs, bonsoir au sommaire de l'actualité. Le vaccin AstraZeneca mis en cause en Europe. L'administration de ce vaccin est suspendue par mesure de précaution dans 9 pays de l'Union alors que Bruxelles doit se prononcer ce mercredi. En République démocratique du Congo, on parle de cette rentrée parlementaire de l'Assemblée nationale désormais acquise au président Tshisekedi. C'est donc une nouvelle ère qui s'ouvre au Parlement congolais. Les consommateurs du monde entier mobilisés pour leurs droits en cette journée qui leur est dédiée. Ils sont invités à adopter des habitudes de consommation plus durables. Et dans ce journal, on reparle d'émancipation de la femme. La rédaction de Gabon 24 s'est posé la question de savoir qu'en est-il de la limite entre émancipation et dépravation des mœurs. La réponse dans le clin d'œil de ce journal. Et si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Gabon 24. Bienvenue à toutes et à tous. La France, l'Italie et l'Allemagne ont suspendu l'usage du vaccin AstraZeneca et avec eux plusieurs autres pays de l'Union européenne. Des décisions déclenchées par une enquête en cours de pharmacovigilance. Bruxelles, pour sa part, doit se prononcer mercredi sur sa stratégie de vaccination. Michel Tseni. Ils sont déjà au nombre de 10, les pays européens qui ont suspendu l'utilisation du vaccin AstraZeneca contre la Covid-19. Les derniers en date sont l'Allemagne, l'Italie et la France. Dans cette affaire, le motif est unanime, vaut mieux prévenir que guérir. C'est donc par précaution que cette décision a été prise après le signalement d'effets secondaires possibles. Depuis quelques jours, un vent de panique s'est répandu en Europe concernant un éventuel risque avec le vaccin AstraZeneca et en particulier un lot distribué dans 17 pays. Il s'agit principalement de thromboses multiples et ou de troubles de la coagulation avec déficit de plaquettes, mais sans lien avéré à ce stade. De son côté, l'Agence européenne des médicaments se veut rassurante sur le vaccin anti-Covid-19 d'AstraZeneca, après 30 cas de troubles de coagulation parmi les 5 millions de personnes vaccinées dans l'Union européenne. L'organe de surveillance européenne souligne que le nombre de ces événements indésirables n'est pas supérieur à ce qui est observé dans la population générale. L'agence danoise de la santé a été la première jeudi dans la matinée à annoncer une suspension du vaccin AstraZeneca pour 2 semaines en raison de potentiels effets indésirables graves. Dans la foulée, les autorités sanitaires islandaises puis norvégiennes ont décidé d'emboîter le pas. Ce mercredi, l'Union européenne doit se prononcer sur la question. Et si l'Europe suit cette trajectoire, quelle sera la nouvelle stratégie de riposte contre la Covid-19 et vers quel autre vaccin se tournera-t-elle? La réponse au soir du 17 mars. Restons dans l'Union européenne et laissons la course au vaccin pour nous intéresser cette fois à la course au siège du Bundestag allemand. L'Union chrétienne-démocrate de la chancelière Angela Merkel vient de perdre face aux Verts lors des élections législatives dans 2 États. Le camp conservateur a ainsi enregistré les pires scores de son histoire d'après les résultats provisoires. Le récit de Déoline Zouti. Le parti d'Angela Merkel a essuyé une cinglante défaite électorale dans le Bade-Württemberg ce dimanche, en obtenant 24,1% des suffrages contre 27% d'il y a 5 ans. Tandis que dans la Rhénanie-Palatinat, il a atteint 27,7% contre les 31,8% de 2016. C'est un signal inquiétant pour le camp d'Angela Merkel à 6 mois des législatives qui permettront de désigner le successeur de la chancelière, après 16 ans de pouvoir et de popularité dépassant les 70%. En effet, les révélations en cascade depuis fin février autour de l'affaire dite des masques et les critiques croissantes sur la gestion de la crise sanitaire sont à l'origine de cette dégringolade. Depuis 2005, la chancelière et son parti démocrate chrétien sont toujours sortis renforcés des nombreuses crises traversées. Mais cette fois, après un an de pandémie de coronavirus, le parti est au plus bas. Selon les sondages sortis des urnes, celui-ci perd entre 4 et 6 points, avec des scores historiquement en baisse dans ces 2 régions. Une situation justifiée par la mauvaise gestion de la pandémie par Berlin et les récentes affaires avec des commissions empochées par des députés conservateurs lors de ventes de masse contre la Covid-19. Et si on vous contait l'histoire de l'évolution du plastique, comment le plastique a-t-il envahi nos vies? Il est désormais le 3e matériau le plus fabriqué par l'homme derrière le ciment et l'acier. Mais comment en est-on arrivé là? Élément de réponse avec Modeste Coma.
Depuis l'aube de l'histoire, l'espèce humaine s'est efforcée de développer des matériaux qui présentaient des avantages que l'on ne pouvait trouver dans les matériaux naturels. Le développement de matières plastiques a commencé avec l'utilisation de matériaux naturels possédant des propriétés plastiques telles que le chewing-gum ou encore la gomme laque. Vinrent ensuite les matériaux naturellement chimiques modifiés tels que le caoutchouc, la nitrocellulose, le collagène ou encore la galalite. Enfin, le large éventail des matériaux entièrement synthétiques que nous qualifierons de plastique moderne a commencé à être développé il y a une centaine d'années. L'un des tout premiers exemples à être inventé par Alexander Parkes en 1855, qui nomma son invention parkésine. Nous le connaissons aujourd'hui sous le nom de celluliode. Le PVC ou polychlorure de vinyle fut polymérisé pour la première fois entre 1838 et 1872. Par la suite, une percée décisive s'est produite en 1907 lorsque le chimiste belgo-américain Leo Bikland créa la bakélite, le premier vrai plastique entièrement synthétique fabriqué en série. Depuis la création de Bikland, de nombreux nouveaux plastiques ont été créés et développés en offrant une gamme extrêmement vaste de propriétés attractives et que vous trouverez dans toutes les maisons, les bureaux, les usines et les véhicules. Lutter contre la pollution plastique, c'est d'ailleurs le thème de l'édition 2021 de la Journée des droits des consommateurs. Ces derniers sont invités à adopter des habitudes de consommation plus durables. Retrouvons Modeste Coma. Le plastique est un matériau très utile au quotidien, mais notre consommation et notre production de ce dernier, en particulier du plastique à usage unique, sont devenus insoutenables. Cela impacte négativement nos écosystèmes, entraînant des dégradations de l'environnement, notamment une pollution régionale et internationale, et menace la santé humaine. Les faits interpellent. D'ici à 2050, on estime qu'il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. 100 000 mammifères marins et tortues et 1 million d'oiseaux de mer sont tués chaque année par la pollution plastique marine. On estime que la quantité de plastique pénétrant chaque année dans les océans est de 8 millions de tonnes. Le plastique à usage unique représente 50% du plastique produit chaque année. La moitié du plastique fabriqué depuis son invention l'a été au cours des 15 dernières années. 40% du plastique produit l'est pour un emballage qui est jeté après une utilisation. Les consommateurs sont de plus en plus concernés par la pollution plastique et passent déjà à l'action. Une étude mondiale réalisée en 2019 constate une forte réaction des consommateurs face aux déchets plastiques. Notamment, 82% des personnes interrogées utilisent des ustensiles de nettoyage réutilisables plutôt que leur équivalent en plastique à usage unique. 72% apportent des sacs réutilisables quand ils vont en course et 62% utilisent des bouteilles rechargeables. Un changement structurel des lieux de vente est nécessaire à tous les niveaux, des gouvernements aux entreprises, en passant par les organismes de normalisation, pour que la lutte contre la pollution plastique et la consommation durable soit un choix évident pour les consommateurs. Nicole Janine Lydie Roboti, la ministre de l'économie et de la relance au Gabon, invite les consommateurs, les entreprises et ONG à adopter des comportements citoyens. Je vous propose de l'écouter. À l'instar de la communauté internationale, notre pays célèbre ce 15 mars 2021 cet événement sur le thème « Lutter contre la pollution plastique ». Le choix de ce thème permet aux associations des consommateurs, au gouvernement et aux entreprises d'échanger sur cette préoccupation qui est un problème mondial. Au moment où le gouvernement est résolument engagé dans l'intensification de la lutte contre la pollution plastique au Gabon, nous nous devons d'ores et déjà d'adopter un comportement citoyen qui consiste, entre autres, à préserver l'environnement en évitant de transformer nos espaces en lieu des dépôts de déchets plastiques. Outre ce changement, les réflexions visant à trouver collectivement les meilleures solutions pour éradiquer définitivement la pollution plastique dans notre pays doivent se poursuivre. C'est pourquoi
Je me réjouis de l'organisation de la présente journée qui offre l'occasion à la Direction générale de la concurrence et de la consommation d'informer les consommateurs et de mieux les guider. Et justement, la lutte contre le plastique, thématique de cette journée des droits des consommateurs sur laquelle est revenue la directrice de la consommation au Gabon. Je vous propose de l'écouter. La journée mondiale des droits des consommateurs, elle a lieu tous les 15 mars de chaque année. Et cette année, Consumer International, qui est l'organisation des consommateurs, a choisi comme thème la lutte contre la pollution plastique. Bon, nous sommes en période assez compliquée, Covid-19 obligeant. Il a essentiellement été prévu des émissions radiophoniques de sensibilisation, des spots audiovisuels et les associations des consommateurs avec lesquelles nous travaillons, notamment OGC et SOS Consommateurs, ont prévu le nettoyage de certains bassins versants. Il faut savoir que les plastiques sont à usage unique. Malheureusement, on a constaté qu'après l'utilisation, ils sont déversés dans la nature. Beaucoup se retrouvent dans nos cours d'eau et donc ce n'est pas bon. Il faudrait d'abord aussi que les producteurs, les industriels, recyclent tous les plastiques qu'ils ont et le consommateur ait des actes responsables. À savoir, par exemple, changer son comportement vis-à-vis du plastique. Il y a quelques années, une note a été prise, une loi en fait a été prise pour interdire sur le marché gabonais des sachets plastiques non biodégradables. Donc nous, à notre niveau, nous faisons attention pour que tout ce qui rentre comme plastique de l'extérieur soit biodégradable. Mais il faut savoir, la dégradabilité d'un plastique prend parfois 450 ans pour qu'il soit dégradé. Ayons donc des habitudes de consommation durables. Sur un tout autre registre, l'obtention de la carte de séjour au cœur d'une rencontre entre la Direction générale des impôts, celle de la documentation et de l'immigration et la presse. Ce lundi à Libreville, il ressort que conformément à la loi des finances 2020, le paiement de la taxe IRPP est désormais exigé pour l'obtention de la carte de séjour en République gabonaise. Écoutons quelques réactions. L'objectif, c'est réduire la part de l'informel dans notre pays. Donc, plus les opérateurs économiques seront connus des services fiscaux, moins il y aura d'informel. Donc, une des voies qui a été choisie, c'est le titre de séjour. Je suppose peut-être que dans cette lutte contre l'informel, il y a d'autres voies, mais pour l'instant, les titres de séjour, n'est-ce pas, sont un des moyens pour faire le lien entre la résidence et le fait que la citoyenneté fiscale, c'est aussi le fait de payer des impôts. Nous voulons avoir dans notre pays, nous voulons améliorer dans notre pays ce que nous appelons le civisme fiscal. N'est-ce pas? Vous résidez au Gabon, c'est bien, vous faites des affaires au Gabon, c'est bien, mais il faut aussi payer les impôts. Nous avons travaillé avec nos amis de la DGI et nous sommes donc là pour vous édifier. Il ne s'agit pas d'ajouter des choses qui ne vont pas permettre aux usagers ou aux contribuables de pouvoir bénéficier d'une carte de séjour. Les conditions restent pratiquement les mêmes. Lorsque un requérant viendra vers nous pour solliciter ce type de séjour, nous allons l'exiger, n'est-ce pas, d'avoir une quittance de l'IRPP dans son dossier, que ce soit à la délivrance ou au renouvellement. Donc, les conditions, comme je le disais, n'ont pas changé, simplement le rajout de la quittance de l'IRPP. Quittons le Gabon pour la République démocratique du Congo, où l'Assemblée nationale a effectué sa rentrée sous une nouvelle configuration de la majorité désormais acquise au président Félix Tshisekedi, qui a rompu son pacte avec son prédécesseur Joseph Kabila. Les détails de Deoli Nsouti. Cette session est la première après le basculement de la majorité parlementaire vers l'Union sacrée de la nation, nouvelle coalition du président Félix Tshisekedi, après la rupture de son accord de gouvernance avec son prédécesseur Joseph Kabila, pour cause de dissensions majeures. Mais cette nouvelle session parlementaire est aussi celle des grands enjeux, notamment l'investiture du gouvernement de Sama Lukonde, un gouvernement dont la composition est toujours attendue au regard des tractations toujours en cours pour respecter les équilibres politiques qui composent l'Union sacrée. Avec une soixantaine des membres actuellement, le futur gouvernement devrait être réduit pour coller aux impératifs économiques du pays.
Un gouvernement attendu sur plusieurs chantiers, comme la lutte contre l'insécurité qui gangrène l'Est du pays depuis plus de 2 décennies avec la prolifération des groupes armés qui dictent leurs lois. Les autres chantiers seront aussi la réforme du code électoral, le changement de dirigeant à la Commission électorale nationale indépendante, l'actuel président Corneille Nangaa étant soupçonné de faire le jeu de l'ancien président Joseph Kabila. Les parlementaires devraient également se pencher sur le recensement de la population attendue pour les élections 2023. Ce dernier point est une exigence de l'opposition qui craint déjà d'éventuelles fraudes lors de ce scrutin. C'est donc une rentrée parlementaire qui s'annonce déjà cruciale pour la suite du mandat du président Tshisekedi, qui a désormais les mains libres pour gouverner. Pendant ce temps, au Bénin, Amnesty International a validé un avant-projet de loi sur la protection des personnes atteintes d'albinisme dans le pays. Cette initiative entre dans le cadre de la mise en place d'un observatoire pour la surveillance des violations des droits des albinos et des travailleurs de sexe. Ornella Guédou. À travers 2 ateliers organisés à l'Infosec dans la capitale Cotonou durant 2 jours, Amnesty International Bénin a convié des associations bénéficiaires du projet aux travaux d'amendement et de validation de 2 avant-projets de loi sur la protection des travailleurs de sexe et des albinos. Le tout financé par l'ambassade de France, le projet a pour objectif de renforcer la protection des droits humains des personnes cibles. Ce texte se présente comme une aide gracieuse pour l'encadrement juridique de la vie des personnes atteintes d'albinisme. Selon le directeur exécutif par intérim d'Amnesty International Bénin, Dieudonné Dabétor, la rédaction de ces textes vise à renforcer la protection des droits humains de ces personnes qui demeurent toujours stigmatisées et marginalisées dans la société. Ce document est composé de 39 articles et 9 chapitres. L'avant-projet de loi prévoit des mesures contre la discrimination, la stigmatisation sociale des albinos, des dispositions générales aux obligations de l'État, la protection, l'aide sociale, des dispositions particulières concernant les femmes et les enfants atteints d'albinisme, sans oublier les questions de la mendicité, l'insertion professionnelle, les champs d'application de la loi, ainsi que les dispositions prénatales ont été pris en compte. Le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières de Burkina Faso en visite de travail au Ghana. Il s'est agi pour le membre du gouvernement de s'imprégner de l'expertise ghanéenne sur la production d'électricité avec des centrales à gaz. Ornella Guédou une fois de plus. L'un des objectifs visés par les autorités burkinabées, c'est la diversification des sources d'approvisionnement et la recherche d'un outil de production adéquat, non onéreux et convenable à l'environnement. Pour ce faire, les 2 parties ont échangé sur les projets d'importation du gaz naturel liquéfié pour une réduction du coût du kilowatt au profit de l'industrie et des populations, mais également assurer la disponibilité de l'électricité à travers l'interconnexion Bolgatanga-Ouaga pendant la période à forte demande qui s'annonce. Comme pour de nombreux pays sur le continent africain, les centrales électriques à gaz naturel représentent une solution innovante pour le Burkina Faso. D'où la visite de 2 installations de la société Genzer Energy, spécialisée dans la fourniture de solutions énergétiques durables et rentables, afin d'acquérir des connaissances et de s'inspirer de l'expérience ghanéenne. Pour rappel, une centrale électrique permet la fabrication d'électricité à partir d'énergie comme de l'eau ou le vent et est un lieu utile à l'alimentation électrique de consommateurs plus ou moins éloignés. À ce jour, l'accès à l'électricité en Afrique est un enjeu déterminant pour le continent. Parlons à présent des violences basées sur le genre et indirectement d'émancipation de la femme. Qu'est-ce qu'une femme émancipée en 2021? Qu'en est-il de la limite entre émancipation et dépravation des mœurs? Comment la femme gabonaise perçoit elle-même ce concept d'émancipation? Voici le clin d'œil de ce journal qui porte la signature de Modeste Coma. Nous vivons dans un temps où institutions publiques, dogmes religieux, lois régissant le mariage et la propriété sont remises en question au grand désespoir des esprits rangés.
qui aiment à se persuader que tout est parfait dans le monde, qu'il n'y a point de retouche à faire. Il est vrai que les changements qu'on voudrait introduire dans notre vieille société ne sont pas tous heureux. À la question « Pensez-vous que la femme gabonaise est émancipée aujourd'hui ?» Voici les réponses. Bien sûr, je pense que les femmes gabonaises sont émancipées. Aujourd'hui, oui, je dirais que la femme gabonaise est émancipée. Oui, je trouve que la femme gabonaise est une femme émancipée. Oui, je le pense. L'émancipation, qui est l'un des éléments moteurs à la transformation de la société, permet de se libérer et de devenir indépendant. Elle donne à une catégorie de la population des droits identiques aux autres. Exemple, émancipation de la femme. Au fait, comment se traduit l'émancipation de la femme gabonaise ? Le gouvernement gabonais aujourd'hui a un premier ministre femme, Madame Rose Christiane Osuka. On voit beaucoup de femmes maintenant qui prennent des initiatives, qui sont entrepreneurs. Aujourd'hui, les postes que autrefois étaient réservés aux hommes, aujourd'hui nous voyons bien que les dames l'occupent. Les femmes arrivent à faire ce que les hommes font. C'est une sorte d'émancipation. Les femmes sortent de leur coquille où les femmes étaient réservées rien qu'à la cuisine. Tout donne donc l'impression d'être clair dans les esprits. Pourtant, il y a un fait. Il y a des femmes aussi qui ont un gros quotient intellectuel, mais qui ne savent pas faire la part des choses en fait. Des femmes qui ne sont pas soumises auprès de leur mari à cause de leur fonction. C'est vrai que certaines femmes qui occupent de grands postes en fait se mettent la pression comme quoi elles devraient faire mieux que les hommes. Donc moi je pense que peut-être c'est cette pression qu'elles ont et c'est peut-être mal interprété. Les femmes ne sauraient donc pas très bien distinguer les choses. Certaines confondraient féminisme et insolence, émancipation et dépravation des mœurs. Il faudrait peut-être remettre les pendules à l'heure. L'émancipation, c'est pouvoir se prendre en charge, pouvoir assumer le rôle que l'homme peut assumer, sans pourtant outrepasser son autorité. C'est la femme qui, lorsqu'elle quitte son travail, elle rentre à la maison, elle se met au service de son mari, qui le fait avec abnégation et amour. La femme parfaite, c'est la femme déjà qui sait gérer son foyer. Je pense qu'une femme, tu lui mets dans les bonnes conditions. Aussi, à moi, ça va pitié que non, mon gars, il ne me dérange pas. Je préfère rester tranquille. Être une femme en 2021, c'est aussi être tannée. C'est attendre un véritable changement qui ne semble jamais arriver. C'est demander qu'on aille plus loin dans nos réflexions pour une fois et qu'on arrête de normaliser des actions discriminatoires et violentes envers les femmes que nous connaissons de près ou de loin. Être une femme en 2021, c'est espérer qu'au problème de 2020, on trouve enfin une solution. Voilà qui referme ce journal. Place au rappel des titres. On l'a vu, le vaccin d'AstraZeneca mis en cause en Europe. L'administration de ce vaccin est suspendue par mesure de précaution dans 9 pays de l'Union alors que Bruxelles doit se prononcer ce mercredi. En République démocratique du Congo, on parle de cette rentrée parlementaire désormais acquise au président Tshisekedi. C'est donc une nouvelle ère pour l'Assemblée nationale qui s'ouvre actuellement. Les consommateurs du monde entier mobilisés pour leurs droits en cette journée qui leur est dédiée, ils sont invités à adopter des habitudes de consommation plus durables et responsables. Et puis le clin d'œil de ce journal était axé sur l'émancipation de la femme et on a compris qu'émancipation ne signifie pas dépravation des mœurs. Merci d'avoir été des nôtres et merci pour votre fidélité. L'actualité, elle se poursuit sur nos plateformes sociales qui s'affichent au bas de l'écran. Bonsoir chez vous. Urban FM. Découvrez et apprenez